Fidèles auditeurs et téléspectateurs des programmes de Studio Kalangu, bonsoir et bienvenue dans le forum de Studio Kalangu de ce soir. Je suis Michel Deji à la modération de ce forum. La jeunesse, l'insécurité au Niger et le rôle de la France, c'est le thème objet de notre débat d'aujourd'hui que nous réalisons ici à la Blue Zone de Niamey. Ancienne colonie de la France devenue république en décembre 1958, le Niger accéda à l'indépendance le 3 août 1960. Comment la jeunesse nigérienne apprécie aujourd'hui la coopération avec la France, surtout dans le domaine de la sécurité et la promotion de la bonne gouvernance? Comment la France peut-elle contribuer à accélérer les efforts des autorités nigériennes allant dans le sens de permettre au Niger d'avoir un bel avenir? Pour trouver des éléments de réponse à toutes ces questions et à plein d'autres encore que vous vous posez certainement, nous avons le plaisir de recevoir comme invité Issoufou Abdou, secrétaire général de l'association Paix au Sahel pour les Sahéliens et par les Sahéliens. Ali Bawa, qui est le vice-président du réseau des organisations nigériennes pour la défense de la démocratie et les droits humains. Et enfin, notre troisième invité est la journaliste indépendante Maïmouna Diado. Bonsoir, chers invités, et soyez les bienvenus dans ce forum du studio Kalangu. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à tous. Comme vous le savez, le Niger reste confronté à l'heure actuelle, 61 ans après son indépendance, à divers défis, notamment sur les plans climatiques, humanitaires, sanitaires et surtout sécuritaires. En mars 2021, selon les chiffres officiels annoncés par le gouvernement, plus de 200 personnes avaient été tuées en seulement une semaine dans les régions de Tillabéri et Tawa dans différentes attaques perpétrées par des groupes armés non étatiques. Issoufou Abdou de l'association Paix au Sahel, par les Sahéliens pour les Sahéliens. Pour commencer, pourquoi cette persistance de l'insécurité au Niger? Ça dépend de beaucoup de raisons, parmi lesquelles nous avons des raisons géopolitiques, nous avons des raisons, des raisons qui découlent de la gouvernance. Donc, l'insécurité sécuritaire est la résultante, je disais, de beaucoup de choses telles que la gouvernance, la géopolitique, et parmi tant d'autres, parmi lesquels je vais dire un problème d'emploi. Un problème d'emploi des jeunes surtout, qui, faute de quoi faire, se donnent à beaucoup d'activités qui ne sont pas, qui n'honorent pas la sécurité du pays. Voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, comme il a eu à le faire d'ailleurs, mais avec beaucoup de réserves, que l'extérieur est aujourd'hui responsable de cette insécurité que nous vivons au quotidien, chaque fois que nous entendons qu'il y a une attaque sur le territoire national? Bon, merci. Je commencerai d'abord par remercier le studio Kalangu pour cette occasion-là qu'elle nous donne pour vraiment nous prononcer sur des questions d'importance capitale. Et l'insécurité, moi, je vois surtout des raisons géostratégiques. Des raisons géostratégiques, pourquoi? Parce que cette insécurité-là a connu sa recrudescence avec la chute, il faut le rappeler, donc du régime libyen. Cette chute-là du régime libyen, la mort de Mohamed Kadhafi. Avec la mort donc, de Mohamed Kadhafi. C'était en 2011. 2011, vous voyez, donc ça a donné, en réalité, ça a offert donc, un terrain d'abord d'entraînement donc, pour ces djihadistes, pour ces terroristes djihadistes, mais aussi des armes. Donc que certains pays du Sahel, en son temps, en réalité, donc, n'arrivent pas à affronter. Et géostratégique aussi parce que
le Sahel, c'est un carrefour. C'est un carrefour parce que en réalité, ces terroristes-là se cachent derrière donc les terrorismes internationaux pour faire des commerces en réalité illicites. En ce qui concerne le Niger, ces derniers temps quand même, il y a une certaine accalmie relative donc, par rapport donc, à la recrudescence de cette insécurité-là, parce qu'avec les retours, vous le savez, donc des déplacés internes dans la région de Difa et d'abord dans la région de la Béry. Donc on pense qu'on peut noter une certaine accalmie. Et aussi, d'autre part, les États au début ont manqué de stratégie avec la coopération militaire. Qu'est-ce qu'il fallait faire parce dès au début? Dès au début, les États devaient donc se mettre à l'évidence que cette guerre-là, donc contre le terrorisme, c'est d'abord leur guerre. Ce n'est pas une guerre d'un autre pays. C'est à eux d'affronter le terrorisme international. Mais est-ce qu'ils en avaient justement les moyens pour... Mais dans tous les cas, il y avait des armées républicaines. Et donc maintenant, si réellement ils étaient engagés, mais bon, ils ont eu foi en réalité à l'étranger, aux puissances étrangères. Ils ont fait appel aux puissances étrangères. Justement. Et donc c'est ça le problème, c'est là où le bas blesse. Et parfois, dans le cadre de la conduite de ce conflit-là, donc malheureusement, nos armées n'étaient pas en réalité au devant de la scène. Justement, il faut rappeler que pour faire face à cette insécurité, le Niger a intégré des organisations communes sous-régionales telles que le G5 Sahel et la force multinationale. Ainsi, le pays accueille des bases militaires américaines, allemandes et françaises. La France est présente militairement au Niger à travers l'opération Balkan. Maïmoun Diado, journaliste indépendante, quelle analyse faites-vous de cette coopération avec la France ? Voilà, donc Michel, merci. Merci également au studio Kalangu pour nous avoir permis aujourd'hui de discuter sur ce problème d'insécurité et ce problème également de coopération entre la France et les États du Sahel, par exemple le Niger aussi. Alors, donc, ce que je pourrais dire par rapport à cette situation de l'avènement donc, de ces bases militaires d'abord au Sahel et au Niger, particulièrement. Donc, nous savons déjà comment les bases militaires se sont retrouvées au Niger. Il y a eu un certain nombre donc, de choses qui se sont passées avant leur installation. C'est que les Nigériens, dans leur ensemble, n'étaient pas tout à fait d'accord de cette installation de ces bases militaires françaises. Et on savait que c'est quelque chose qu'avait nourri la France depuis belle lurette. Ça a commencé, si je me rappelle, avec le régime de Tanja, le feu président Tanja, qui avait catégoriquement refusé d'abord d'accéder, donc de leur donner un accord par rapport à cette situation de création de bases militaires au Niger. Donc il a fallu, après le départ de Tanja, pour que nous assistons à ce que nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu véritablement un mouvement d'ensemble par rapport donc, à cette situation de création. Ça devrait être d'abord envoyé au niveau donc, de l'Assemblée nationale parce que l'Assemblée nationale c'est quand même la voix du peuple, pour que les gens puissent savoir concrètement pourquoi ces bases militaires, quels sont les objectifs assignés à ces bases militaires françaises, qu'est-ce qu'aujourd'hui avec ces bases militaires françaises le Niger peut tirer, surtout avec cette situation d'insécurité. Aujourd'hui quand on regarde, c'est vrai, les bases militaires sont là, françaises sont là, mais est-ce que ça a permis de mettre fin à l'insécurité au Niger et dans le Sahel? On ne peut pas dire que ça a permis de mettre fin à cette insécurité. Quand on regarde également, ce n'est pas que nous n'avons pas une armée, en tout cas solide, une armée qui peut faire face à cette insécurité, c'est que nous manquons de moyens sophistiqués pour faire face à cette insécurité. Donnez-nous le logistique, donnez à notre force armée logistique, et vous allez voir comment est-ce que ces hommes armés aujourd'hui pourront faire face à cette insécurité. Mais quand vous regardez, parce que quand on regarde l'insécurité au niveau de Difa, l'insécurité au niveau de Tillabéri, c'est à des choses différentes. C'est très 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 différent ces deux insécurités. L'insécurité au niveau de Difa, on a comme l'impression que les militaires qui sont au niveau de Difa, avec l'aide des hélicoptères de chasse et tout, arrivent à maîtriser la situation au niveau de Difa. Mais quand on regarde au niveau de Tillabéri, mais nous n'avons pas ça.
Si nous avons des représailles, ça veut dire que si nous avons aujourd'hui les mêmes logistiques qui se trouvent au niveau de Difa, si nous avons les mêmes choses qui se trouvent au niveau de Tillabéri, je suis sûr qu'on pouvait faire quelque chose. Merci beaucoup. Vous avez parlé notamment d'équipements qui peuvent être offerts à l'État du Niger dans le cadre donc de cette lutte contre le terrorisme. Issouf Abdou de l'association Paix au Sahel pour les Sahéliens, par les Sahéliens. À votre niveau, qu'en est-il, vous pensez, de la situation des droits humains dans les zones d'insécurité au Niger actuellement? Merci Michel. La sensibilisation doit être de mise dans les zones d'insécurité. En vue d'un meilleur respect des droits humains, mais aussi de sensibilisation de la population locale pour qu'ils puissent quitter les forces djihadistes entre griffes, que moi je ne peux pas appeler djihadistes parce que c'est des forces de mal, ce n'est pas du djihad. Pour revenir dans les rangs de la société, de la communauté. Parce qu'il faut le reconnaître que beaucoup sont recrutés par ces djihadistes-là. Donc, en ce sens, que nous privilégions la sensibilisation de communauté où l'insécurité est de mise, afin que l'insécurité soit résorbée par le dialogue. Parce qu'on a vu que le dialogue a toujours payé dans ces genres de conflits. Le président de la République, oui. Mohamed Bazoum, s'est déjà exprimé à ce sujet pendant son récent séjour en Allemagne. Il explique que les terroristes n'ont aucune revendication adressée à l'État du Niger. Et donc, à ce niveau, qu'est-ce qu'il y a lieu de dire Oui, nous, quand nous parlons de la sensibilisation, du dialogue, c'est pas le dialogue avec les djihadistes, mais dialogue avec la population qui est en train d'être enrôlée au sein de ces forces de mal. C'est là où le bas blesse. En particulier la jeunesse. La jeunesse, qui aujourd'hui manque de quoi faire et est prête à se donner à qui du mieux, entre griffes. Parce que c'est une jeunesse sans emploi, c'est une jeunesse qui n'a pas eu une bonne éducation. Donc cette jeunesse est fragile, peut être enrôlée par ces forces de mal. Sinon, dialoguer avec des adversaires que vous ne connaissez pas, en ce sens, je ne vois pas d'issue. Mais du point de vue même coopération entre le Niger et la France, ou de façon générale entre les pays qui soutiennent l'État du Niger et les autres pays du Sahel, on a l'habitude d'entendre des gens ou même parfois des structures qui demandent le départ des bases militaires. Qu'est-ce qui n'a pas en fait réussi ici et qu'il faut corriger pour que cette coopération soit bénéfique, disons, à tous les partenaires et surtout au peuple nigérien et ceux des autres pays du Sahel? Merci. Donc, ce qu'il faut corriger, comme vous l'avez dit, certes, il y a des voix qui se lèvent par-ci, par-là pour demander le départ de la France. Bon, ils le disent à tort ou à raison. Dans tous les cas, les raisons sont là. À tort ou à raison, mais vous, c'est quoi votre conviction? Ma position, c'est que la France et le Niger, c'est des partenaires de longue date. Bien sûr. Effectivement, dans cette situation d'insécurité, l'action de la France est en deçà de l'attente de la population. Maintenant, comme l'avait dit Madame Maimouna, la venue de la France dans le cadre de la sécurité n'a pas été consensuelle. L'Assemblée nationale n'a pas voté ça à l'unanimité ou bien n'a même pas voté ça. Est-ce qu'il y a une loi qui exige que justement cela soit voté par l'Assemblée nationale? Cette question, ça a fait l'objet, ça a fait couler beaucoup d'encre. Même si on ne connaît pas la loi, il y a une jurisprudence. Quand au moment de la force Serval, pour envoyer les militaires au Mali, on a amené le dossier à l'Assemblée. Et ils ont voté ça à l'unanimité. Même les opposants ont voté cette action. De la même façon, quand une force étrangère va venir, on doit au moins demander... Vous avez souhaité qu'il y ait la même chose? La même chose. Mais maintenant, si quelque chose n'a pas marché dans la coopération, moi je demande à ce qu'on rectifie le tir. La France est un partenaire, même si aujourd'hui il manque par rapport aux attentes.
c'est au Niger ou aux Nigériens, particulièrement aux gouvernants, de s'asseoir sur la même table avec la France, parce que c'est des partenaires, et de renégocier la façon d'intervenir ou bien la façon de coopérer. Je crois que c'est des partenaires, ils ne peuvent pas s'imposer, c'est à nous de dire où est-ce que nous voulons à ce qu'ils touchent par rapport à notre mal. Merci à vous, on vous a bien compris. Ali Bawa, il faut faire un bilan, si on peut l'appeler ainsi, par rapport à cette coopération entre, par exemple, le Niger et la France. Quels seraient les points positifs, puisque les autres qui vous ont précédé ont déjà parlé de certains aspects qu'il y a lieu d'améliorer? Bon, les points positifs par rapport à la coopération militaire, sincèrement, je ne vois pas, puisqu'on ne voit pas le résultat, on ne voit pas concrètement le résultat. Sur le terrain, en tout cas, je ne vois pas de point positif par rapport à la coopération, à la présence donc, des bases étrangères, notamment françaises. Il n'y a pas que la présence des bases, il y a aussi la question des renseignements. Voilà, ça c'est un autre aspect. Maintenant, par rapport aux renseignements, donc peut-être, c'est même ça. Vous voyez, quand on constate des attaques qui s'opèrent parfois à une centaine de kilomètres de Niamey, là où ces bases-là, en réalité, opèrent, moi je pense qu'on ne peut pas dire que le renseignement aussi a été efficace. Il n'y a pas de poursuite. Même en cas de poursuite, ces gens-là diffusent rapidement dans la population. Donc je ne vois pas en quoi réellement, sincèrement. Puisque c'est un domaine que nous ne maîtrisons pas, il faut le rappeler. Mais nous, c'est le résultat. C'est le résultat qu'on peut juger. Donc à l'épreuve de fait, on peut affirmer que, sincèrement, on ne voit pas des points positifs. Et peut-être c'est ça même qui a poussé le président de la République à changer cette stratégie par rapport à cette coopération. Puisque le fait de ramener la question sur la table, moi je pense que ce n'est pas un fait du hasard. Si tout allait bien, moi je pense qu'on allait consolider, comme on le dit, et avancer. Mais il a ramené la question du partenariat, de la coopération sécuritaire entre le Niger, entre la France et le Niger, et en définissant, en clarifiant, en définissant clairement ses objectifs. Elle a dit qu'elle n'a pas besoin concrètement donc, des soldats français sur le sol. Elle disait que c'est d'ailleurs même pas la vocation de l'armée française de venir. Vous parlez du président de la République, permettez-moi de le citer. Il a dit ceci, je cite: vous voyez que la France est en train de diminuer les effectifs de ses soldats parce qu'ils sont totalement non nécessaires. Nous n'avons pas besoin vraiment de soldats au sol dans le cadre des opérations militaires qui peuvent être menées dans la lutte contre le terrorisme. Nous avons besoin de nos partenaires européens pour ce qu'ils savent faire et pour lequel nous n'avons pas les moyens. Fin de citation. Merci à vous, Maïmouna Diado. On a aussi entendu le président français Emmanuel Macron, à l'occasion de la fête nationale française du 14 juillet, s'exprimer sur la question de la sécurité, en particulier en ce qui concerne les perspectives de Balkans. C'est que Balkans prendra bientôt fin et l'armée française va progressivement se concentrer à Niamey, au Niger, dans le cadre de la Task Force européenne Takuba. On a entendu que c'est au premier trimestre 2022 qu'un terme sera donc donné à l'opération Balkans en bon ordre, mais en continuant à agir avec clarté et engagement contre le terrorisme et en soutien des États d'Afrique de l'Ouest. Quelle lecture par rapport à ces perspectives dans le cadre de cette coopération justement? Ok, dans le cadre de ces perspectives avancées par le président Macron à l'occasion du 14 juillet passé, je pense qu'il a bien vu qu'aujourd'hui il faut faire retirer les troupes Barkhane du Sahel, parce que ce sont surtout ces troupes Barkhane du Sahel qui sont mal vues par ces populations. Donc, en essayant également de dire qu'il va se positionner ici au Niger avec la force Task, c'est ça. Donc, je pense que c'est ça aussi, c'est
c'est bien, il faut l'accepter ainsi. Mais je pense que lui aussi, il s'est résigné. Il sait ce que les attentes aujourd'hui des Sahéliens. Il connaît les attentes aujourd'hui du peuple nigérien. Il connaît les attentes de tous les Africains, en tout cas, qui sont épris par rapport à cette situation d'insécurité. On ne peut pas dire aujourd'hui que nous allons, ou bien les Africains vont directement ou sans argumenter autre chose, chasser ces Français et ces militaires français donc, du territoire africain. Mais c'est un consensus. C'est un consensus qui doit être trouvé entre les deux parties. Un consensus qui va non seulement faire profiter les pays sahéliens et la France de l'autre côté, quelque chose qui va faire une petite différence avec tout ce que la France a eu à faire jusque-là au niveau du Sahel, pour ce qui est de l'insécurité. L'autre l'a bien précisé, c'est parce qu'on ne voit pas de positivité en tout ce que la France est en train de faire au niveau donc de l'insécurité. C'est pour cela qu'aujourd'hui, les populations sont agitées pour demander le départ de ces forces. Parlons à présent du partenariat Niger-France dans le domaine des droits humains et de la bonne gouvernance. Pour faire face à cette insécurité au Niger, des mesures restrictives de liberté individuelle ou collective sont prises par les autorités, notamment l'instauration de l'état d'urgence dans les régions de Difa, Tillabéri et quelques localités de la région de Tawa. De façon générale, selon le rapport cumulé 2019-2020 de la CNDH, Commission nationale des droits humains, plusieurs cas de violation des droits de l'homme ont été constatés dans le cadre de la lutte contre l'insécurité au Niger, à l'exemple des exactions qu'on attribue parfois aux forces de défense et de sécurité nationale. C'est le cas de l'exécution sommaire de plus de 70 personnes civiles révélée par cette institution en septembre 2020. Le même rapport a évoqué des conditions de détention difficiles, plusieurs privations de liberté. Le rapport 2020 de la Cour des comptes fait, lui, cas de mauvaise gestion des fonds publics au niveau de certains pans de l'administration. Au vu de cette situation, qu'attendez-vous d'abord de l'État du Niger, ensuite de la France, partenaire du Niger, dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance? Issoufou de l'association Paix au Sahel, pour les Sahéliens, pas les Sahéliens. Merci Michel. Il faut le dire, la question de la défense, c'est une question floue. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les visions sont diverses par rapport à cette question. Vous le savez, à travers le budget, à travers les actions, au niveau de la défense, tout est flou. Les gens n'ont pas la notion comme dans les autres secteurs. C'est ce qui fait qu'on n'a pas les éléments. L'État ne communique pas suffisamment. Ce que vous dites, c'est que la loi oblige, par exemple, l'État à faire une communication en Conseil des ministres, alors que ce n'est pas le cas pour la sécurité, parce que la sécurité, c'est l'armée. L'armée, c'est la grande muette. L'État a des secrets et tout ça, qu'il ne faut pas parfois dévoiler. Voilà. Donc, c'est pourquoi on n'a pas les éléments d'appréciation de cette situation. Qu'est-ce que la France peut faire par rapport à ça pour qu'il y ait transparence dans la gestion des fonds alloués à la sécurité, puisque nous avons également des partenaires extérieurs qui soutiennent par exemple l'État du Niger et les autres États du G5 Sahel? Entre autres objectifs, quand il y a des opérations de maintien de paix, il y a plusieurs objectifs à signer, parmi lesquels il y a la bonne gouvernance, il y a la primauté de droit. Donc, en ce sens, la France peut jouer le rôle pour qu'il y ait bonne gouvernance, pour qu'il y ait primauté de droit. Et c'est dans ce sens-là que la France peut apporter des solutions. C'est vrai, la France, c'est un pion parmi les bailleurs, ceux qui financent les opérations de maintien de paix dans le monde. La France représente, si je ne me trompe pas, la France est le sixième partenaire en ce qui concerne les opérations de maintien de paix. L'un des grands partenaires. Il occupe le 6e rang parmi les autres au plan mondial. Donc c'est en ce sens-là qu'il faut qu'il y ait une gouvernance. Tous ces problèmes de détournement et autres là, c'est un problème de gouvernance.
et qui fait en sorte que même l'action de la France n'est pas visible sur le terrain. Et quand je l'ai dit que la question de la défense est un flou, il n'est pas dit toujours que les forces étrangères ne signalent pas, ne préviennent pas les attaques. Souvent ils préviennent, mais compte tenu des problèmes internes au sein de notre armée, des problèmes de gouvernance ou bien de commandement, il y a des choses qui n'arrivent pas à être prévenues. Pourtant, ils sont informés que des attaques sont en train de se préparer dans tel lieu, en tel lieu. Si vous causez avec les soldats, combien de fois les militaires sont en train de pourchasser ou bien en train d'aller à la rencontre des djihadistes et ils ont des coups de téléphone, des commandements qui leur demandent de reboucher chemin. Ça, c'est des erreurs au sein de notre armée que nous devons corriger d'abord avant de réclamer quoi que ce soit de la France. Je suis d'accord que ça doit être révisé. La France n'a pas répondu aux attentes des Sahéliens en général et des Nigériens en particulier, mais la France peut avoir des points positifs dans le maintien de la paix au Sahel, même si elle est infirme, il faut le dire. La France est là, elle fait l'effort pour amener les efforts, Mais ils informent aussi le plus souvent. Maintenant, si nous déplorons qu'ils n'ont pas de poursuite, est-ce que nous savons qu'est-ce qui a été mis dans le contrat entre la France et le Niger? Est-ce que dans le contrat, il est dit que la France doit poursuivre quand il y a attaque? C'est pourquoi je dis que c'est la grande miette. Ali Bawa, voilà. À l'entendre parler, on a l'impression que la France fait des choses que les citoyens ne voient pas. Vous convenez? Bon, la France fait des choses que les citoyens ne voient pas. Bon, si tel est le cas, je pense que c'est à la France de rendre visible en réalité ses actions donc, avec ses partenaires. C'est à la France de le faire. Si on ne voit pas ces actions-là, ça veut dire que concrètement, il n'y a pas grand-chose. Mais de façon générale, alors, qu'est-ce qu'il y a lieu d'améliorer, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour améliorer cette situation, bonne gouvernance, lutte contre la corruption, avoir un bon partenariat qui renforce tout cela avec l'État français? Bon, ce qu'il faut dire, c'est vrai avec la question d'insécurité, et beaucoup de droits de liberté individuelles ont été restreintes. Et bon, ça c'est la fin qui justifie les moyens avec la proclamation de l'état d'urgence dans la plupart des zones. Déjà, cette situation-là restreint certaines libertés individuelles. Ça, il faut le rappeler. Mais bon, c'est à juste titre, parce que c'est vraiment pour contrôler cette situation, c'est pour donc contenir cette situation d'insécurité. Et bon, aussi les exactions, c'est vrai, un rapport a parlé des exactions. Bon, là, les avis sont mitigés. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'État du Niger s'inscrit, c'est un État de droit. Parce que la commission même, qui a le fait que cette commission-là rende public ce rapport-là, dénote vraiment de l'état de droit qui prévaut au Niger. Parce que c'est une commission quand même étatique, constitutionnelle. Ouais, non, c'est pas un rapport d'une ONG internationale, par exemple. Qu'est-ce que la France peut faire pour améliorer son image au Niger? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la France doit inscrire du moins son partenariat vraiment dans le cadre des intérêts mutuels entre l'État français et l'État du Niger. Un partenariat gagnant-gagnant. Comme on le dit, un partenariat gagnant-gagnant. Il ne l'est pas pour le moment, vous pensez? Bon, en tout cas, on ne le constate pas. On ne le constate pas, puisqu'on n'est pas, nous, au secret des résultats enregistrés dans ce cadre-là. Nous pouvons, il n'y a pas que le domaine de la sécurité, il y a par exemple l'agriculture, la santé, l'éducation et tout ça à travers par exemple l'AFD qui appuie le gouvernement du Niger, l'Agence française pour le développement. Oui, bon, ça c'est indéniable. C'est indéniable. La France est un partenaire stratégique pour le Niger. Là, c'est indéniable. Et la France appuie quand même, que ce soit, comme vous l'avez cité, dans le cadre de l'AFD, donc beaucoup de secteurs. Maintenant, ça, c'est autre chose. Ici, nous parlons surtout du partenariat, que ce soit économique
ou bien donc coopération militaire. Du point de vue économique, vous savez, là où la France intervient, c'est surtout dans le cadre de l'exploitation des ressources minières, notamment l'uranium. Et là, vous savez que les résultats sont mitigés. En tout cas, après plusieurs décennies d'exploitation, jusqu'à preuve de contraire, le Nigérien, donc le lambda, en réalité, n'arrive pas à voir les retombées en réalité de cette intervention française. Il y a moins de 10 ans, par rapport à ça, il a été dit que, par exemple, ce que l'État du Niger tire de ce partenariat, du point de vue donc exploitation de l'uranium, ça ne dépassait pas les 6% du budget national. Et vous voyez le Niger quand même, il faut voir le rang du Niger dans le cadre de l'exploitation de l'uranium. Je pense bien que le Niger c'est le 4e quand même. Il faut améliorer tout cela, vous pensez? Il faut améliorer tout cela. Maintenant, pour aussi vraiment, la France doit aussi s'appuyer sur les organisations de la société civile. Les organisations de la société civile, la France doit communiquer. La France doit accompagner les organisations de la société civile, surtout dans le cadre du respect des droits de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, la question sécuritaire, quand on parle de droits de l'homme, on voit surtout de la liberté d'opinion. Mais les droits de l'homme, il y a par exemple l'aspect éducation. Donc dans le cadre de l'intervention humanitaire, d'abord le président l'a demandé. Il a dit qu'aujourd'hui nous avons besoin d'être accompagnés dans cette opération-là de retour donc, des réfugiés internes dans leur localité. C'est les déplacés internes. Les déplacés internes. Donc autant pour moi, donc leur retour dans leur localité respective, il faut qu'ils soient accompagnés. Il faut qu'ils retrouvent vraiment les infrastructures donc, nécessaires pour vraiment mieux rester chez elle, cette population-là. Et qui parle d'infrastructures qui dit l'éducation, dit la santé. Donc la France peut agir dans ce sens-là et en le faisant, donc la France œuvre dans le respect, dans la promotion en réalité des droits de l'homme. La bonne gouvernance, c'est aussi la lutte contre la corruption. Est-ce que vous pensez que la France peut faire quelque chose à ce niveau? La France peut faire des choses à ce niveau-là. Cette chose-là, c'est quoi? C'est que c'est l'accompagnement des acteurs de la société civile. Parce que, vous savez... Pour aider ces acteurs de la société civile à lutter contre la corruption, c'est ça? À dénoncer, à lutter contre la corruption, mais aussi à savoir analyser, puisqu'il y a ce qu'on appelle le concept, par exemple, de budget participatif. Déjà, à partir de là, si les organisations de la société civile donc, participent à l'élaboration, puisque c'est ça qui se fait actuellement au niveau d'abord des communes, puisque le budget participatif c'est au niveau des communes bien sûr. Voilà. Donc c'est là vraiment on va amener les organisations de la société civile à jouer leur rôle donc de contrôle citoyen de l'action publique. Il faut qu'ils soient pleinement donc impliqués. Merci. Dans l'élaboration. Maïmouna Diado, nous avons d'autres aspects. Merci. Il s'agit notamment de la question de l'immigration. Nous avons la question du trafic de drogue, le trafic humain et matériel par rapport à tout ça. Quelles sont aujourd'hui les attentes des jeunes? Aujourd'hui, la France doit avoir un œil regardant sur cette jeunesse nigérienne. Pas cette jeunesse seulement nigérienne, mais jeunesse africaine. Parce qu'aujourd'hui, cette jeunesse nigérienne, quand je prends l'exemple du Niger, ces jeunes qui vont à la migration irrégulière, c'est parce que tout simplement, ces jeunes dans leur pays ne se retrouvent pas. Il n'y a ni emploi, donc ni les conditions de vie, en tout cas, sont précaires pour ces jeunes. Il y a la situation de famille qui est là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes ces situations font en sorte que la jeunesse nigérienne aujourd'hui ne se voit pas se réaliser au Niger. Il voit plutôt que son avenir, sa réalisation, ça doit se faire ailleurs. Et donc, pour que ça soit, ça puisse, cette jeunesse puisse rester sur le sol nigérien, pour être entreprenante et tout, il faut les accompagner. Il faut les accompagner. Et un pays qui n'arrive pas à contrôler sa jeunesse, c'est un pays qui part perdant. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas, avec cette jeunesse que nous avons, les laisser traverser certaines situations pour se retrouver dans un pays et aller peut-être faire développer un pays alors que le Niger en a tant besoin. Donc, il faut l'accompagnement de ces jeunes par la France et le Niger. Il faut également qu'il y ait plus de suivi, pas d'accompagnement seulement, mais de suivi. Il faut qu'il y ait une formation pour ces jeunes, en entrepreneuriat surtout. Parce qu'aujourd'hui, on a comme l'habitude que
les jeunes sont en train de se réaliser d'eux-mêmes. Parce qu'ils ont compris que la fonction publique, aujourd'hui, ne peut pas embaucher tous ces jeunes que nous avons. Il faut aller vers le secteur privé. Il faut aller vers le secteur privé. On vous a bien compris. Donc, il faut également améliorer le secteur privé pour pouvoir accueillir ces jeunes dans le secteur privé. On vous a bien compris. Issouf Abdou, quelle analyse par rapport à la politique migratoire des autorités de la 7e République? Vous savez, tous ces mots-là, que ce soit insécurité, migration et autres, la base, c'est le problème d'éducation. Un peuple qui n'a pas gagné l'éducation ne peut pas gagner la paix. Et que faut-il attendre de la France dans ce sens? Dans ce sens, bon, c'est une gouvernement. Je n'attends rien de la France parce que dans ce sens, l'initiative doit venir de la gouvernance, des gouvernants de nos pays. Quand le président récemment a pris son courage pour dire qu'il n'a pas besoin des soldats français, mais ils ont besoin des appuis et autres. C'est dans le même cadre que les gouvernants de ce pays et des pays du Sahel doivent prendre leur courage à main et dresser une politique éducative. Vous savez, un peuple qui n'a pas été éduqué ne peut pas rester en paix, ne peut pas rester sur place. Tout le problème tourne autour de l'éducation. Vous ne perdez pas de vue. Ça, ce problème-là, ce n'est qu'un début si on prend garde. S'il y a une bonne coopération bilatérale entre le Niger et la France, la solution est facile. C'est des gens qui ont dépassé le problème de scolarisation. Vous attendez comme changement? Qu'est-ce que vous attendez comme changement? Oui, il suffit que la France ouvre ses portes sur le plan éducatif aux jeunes Nigériens pour qu'ils puissent accéder à leurs écoles, pour qu'ils octroient des bourses à la jeunesse. Ils octroient énormément de bourses à la jeunesse. L'ambassade de France au Niger, c'est donc à améliorer, vous pensez? C'est à améliorer. Ce qu'ils sont en train de faire là, c'est minime. Sur quoi faut-il mettre l'accent pour terminer? Nous sommes pratiquement vers la fin de ce forum de Studio Kalangou. Bon, moi je pense qu'on doit mettre l'accent, comme l'avait dit mon prédécesseur, d'abord sur l'éducation. Ensuite, la promotion de l'emploi. Si on met l'accent sur ces deux aspects-là, vraiment notre pays peut bien contrôler sa jeunesse. Parce que si aujourd'hui la jeunesse s'adonne donc à certaines activités, si aujourd'hui la jeunesse est recrutée dans le cadre donc de ce terrorisme international, dans le cadre de ce flux migratoire, moi je pense que c'est parce que en réalité cette jeunesse-là donc ne trouve pas un avenir radieux. C'est de savoir aussi donc, sur quoi mettre l'accent par rapport à la coopération entre les deux pays. Et donc, par rapport à la coopération entre les deux pays, moi je pense qu'on doit revenir à la base. Revenir à la base, c'est surtout par rapport donc, au partenariat économique. Parce que si le partenariat économique, certains aspects, il y a ce qu'on appelle vraiment des dépenses de souveraineté. Par exemple, notre éducation, notre santé, notre sécurité, mais c'est à nous. Donc de la financer. C'est pas à un pays étranger, ça coûte extrêmement cher. C'est pour cela que j'ai dit qu'il faut améliorer le partenariat économique. On a vu par exemple qu'avec les autorités qui avaient précédé celles que nous avons aujourd'hui, il avait été prévu par exemple un budget qui n'avait pas pu être honoré, c'était 25% à cause de l'insécurité. Donc parfois l'État demande de l'aide des partenaires. Oui, l'aide de partenaires, bon, ça c'est une option. Mais nous, notre attente, notre souhait, vraiment certains secteurs donc, de base, tels que la santé, tels que l'éducation, tels que la sécurité, moi je pense que par rapport à cela, le Niger ne doit pas demander de l'aide. Le Niger doit trouver les moyens nécessaires pour prendre en charge donc, sa propre sécurité. Et c'est de la responsabilité de qui? C'est de la responsabilité donc, des autorités. Parce que ce qui manque en réalité, je vous dis que c'est toujours ce manque de volonté politique. Et c'est pour cela que je veux revenir sur le partenariat économique. Mais le Niger aujourd'hui, comme le disait l'ancien président, donc, le Niger n'est pas pauvre, mais plutôt mal géré. Parce que c'est l'ancien président Issoufou Mamadou qui le disait avant d'arriver au pouvoir. Donc le Niger n'était pas pauvre mais mal géré. Même si malheureusement sa gestion n'a pas changé la donne. Et il faut le rappeler de passage. Et d'autre part, parce qu'aujourd'hui le Niger peut être considéré comme étant un scandale géologique. Parce que nous avons de l'uranium, nous avons du pétrole, nous avons de l'or. Nous avons aussi le fleuve. Donc vraiment nous avons des ressources primaires à exploiter qui vont nous permettre de prendre en charge sincèrement donc certaines dépenses de souveraineté qui engagent donc notre pays.
on n'a pas besoin de le. Voilà pourquoi donc c'est par rapport au partenariat économique que les autorités vraiment doivent prendre leurs responsabilités pour affirmer donc notre souveraineté sur nos ressources donc minières, sur nos ressources économiques en général. Donc, et que ce partenariat-là soit discuté pour qu'il y ait vraiment un partenariat gagnant-gagnant, comme on le disait. Merci beaucoup. Maïmoun Diado, existe-t-il encore de nos jours des pesanteurs socio-culturels qui font obstacle aux différentes attentes exprimées par les deux qui vous ont précédé? Pesanteurs socio-culturels, ça ne manque pas. Quel changement on doit attendre de la population également pour qu'on puisse arriver à ce qui a été dit? Bon, le changement, ça doit venir, comme ils l'ont dit, de la population d'abord. Le déclic doit venir de la population. Aller vers le changement de comportement, savoir ce que nous voulons. Changer quoi, par exemple, quand vous parlez de changement de comportement? Quand je parle de changement de comportement, quand je prends par exemple du côté de l'éducation. Aujourd'hui, quand on regarde les acteurs, quand on regarde les secteurs sociaux de base, ça veut dire que c'est à nous d'abord de corriger le mal qu'il y a dans ces secteurs sociaux de base. C'est à nous de se dire qu'aujourd'hui, personne ne peut venir nous aider à sortir de cette situation. Il faut les Nigériens. C'est les Nigériens qui doivent se faire une idée de comment se réaliser d'abord, comment faire... Des gestes simples, par exemple, pour contribuer à ça, des exemples? Des exemples, quand je prends le secteur de l'éducation. Aujourd'hui, vous avez vu le taux que nous avons eu. Faible taux. Au BEPC, un peu plus de 20%. Voilà. Donc, comment est-ce qu'il faut faire ici? Ça veut dire que c'est un engagement de tout le monde ici. L'engagement doit venir des parents d'élèves, l'engagement doit venir des élèves eux-mêmes et l'engagement doit venir aujourd'hui également de ces enseignants. Ça est du gouvernement. C'est ça, en fait, le déclic. Le déclic, c'est quoi? Chacun doit amener sa pierre à l'édifice. Chacun doit amener ce qu'il doit amener pour pouvoir changer la donne. Un appel dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Niger et la France pour terminer ce que j'aurais à dire à la France, allant dans le sens de ce que je suis en train de dire pour améliorer surtout les secteurs sociaux de base, la sécurité et tout, c'est qu'il faut vraiment une amélioration des deux côtés. Ça veut dire que ça doit être un partenariat gagnant-gagnant. Un partenariat où vraiment le Niger se retrouve dedans et la France se retrouve dedans. Un partenariat juste qui peut changer la donne. Parce que c'est vrai, on a comme l'impression que la France se dit qu'elle est en train d'aider le Niger. Mais quand on regarde, on ne voit pas l'aide. Donc ça veut dire que qu'est-ce qui se passe? L'éducation que le Niger ou bien la France prétend soutenir, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi jusqu'à présent, avec le soutien des partenaires comme la France, on n'arrive pas jusqu'à présent à avoir un résultat, à améliorer les résultats au niveau donc, de ces secteurs, que ce soit la santé, que ce soit également le secteur de l'éducation. La santé, nous voyons les dons, nous voyons ce que aujourd'hui la France est en train de faire au niveau du ministère de la Santé. Mais est-ce que ça est en train de changer concrètement? La France doit avoir un regard sur tout cela, vous pensez, pour que ça soit amélioré en termes de gestion? Ça soit amélioré en termes de gestion. Et pour finir, j'aimerais juste que le partenariat qui nous lie aujourd'hui entre la France et qui lie le Niger à la France, du point de vue de l'exploitation des minerais, soit revu. C'est ça, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui le Niger ne gagne rien en termes d'exploitation de nos minéraux. Presque rien. Pour dire rien, presque rien. Parce que même les populations qui sont dans cette zone, leurs conditions de vie ne sont pas améliorées. Donc je ne vois pas, il faut d'abord changer vraiment la donne pour qu'on puisse aller à un décollage économique juste entre la France et le Niger. C'est vrai que c'est Orano, ce n'est pas directement l'État français, mais on vous comprend quand même. Mais quand même, il faut négocier. Merci beaucoup, on vous a bien compris. Fidèles auditeurs et téléspectateurs des programmes de Studio Kalangu, nous sommes à la fin de notre émission Forum de ce jour qui nous a permis d'échanger sur le thème la jeunesse, l'insécurité au Niger et le rôle de la France. Vous avez entendu les avis de chacun de nos trois invités à ce sujet.
À vous d'en juger. Merci donc de nous avoir suivis. Nous étions dans ce forum en compagnie de Ali Bawa, il est le vice-président du réseau des organisations nigériennes pour la défense de la démocratie et les droits humains, RONIDED. Issouf Abdou, secrétaire général de l'association Paix au Sahel pour les Sahéliens et par les Sahéliens. Et enfin de Maïmouna Gado qui est journaliste indépendante. À la modération de ce forum, je suis Michel Deji. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et à demain pour un autre numéro de forum de Studio Kalangu. Bonsoir.